Tchad, la guerre civile, la plupart des Français évacués. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de développer en images et avec des invités, John Baez, on vous l'a dit, l'actualité de la journée, juste le temps d'un regard sur le temps qu'il va faire. Depuis le début de la semaine, en effet, une partie de la France est en vacances. Demain soir ou au plus tard samedi à midi, une autre partie le sera. Mais pour tout le monde, même régime, celui de la douche écossaise avec plus de froid que de chaud et plus de douche que de sec. Alors, Laurent Broumette, pour demain, après-demain, dimanche... Écoutez, il va continuer à faire extrêmement doux et douceur est synonyme de nuages. Une grande dépression, une zone de mauvais temps sur les îles britanniques nous envoie des vagues de pluie. La dernière en date va achever de traverser le pays dans l'est demain. On la retrouve le matin des Vosges, Jura, au nord des Alpes et jusqu'au midi toulousain et Pyrénées centrales. Des pluies qui se déplaceront dans la journée vers le sud-est pour arroser les régions méditerranéennes et la Corse où elles prendront un caractère orageux. Après leur passage, temps variable, comme on dit, c'est-à-dire beaucoup de nuages, des averses, aussi quelques éclaircies, rares et courtes sur le nord, un peu plus longues sur la moitié sud. Ça, c'est pour vendredi. Samedi maintenant, ça se gâte sur les régions des Pyrénées et des côtes méditerranéennes où il y aura beaucoup de nuages et des pluies. Sur le reste du pays, un temps variable, des éclaircies un peu plus longues, malgré un passage de pluie dans la journée qui partira des côtes de la Manche le matin pour atteindre le soir le Massif central et le nord des Alpes et le nord-est. Ça, c'est samedi. Et puis dimanche, enfin, on va s'encer un petit peu et je pense qu'il fera plus ensoleillé, plus frais également, avec des averses de neige dans le nord-est du pays, ailleurs donc des éclaircies plus belles. Enfin, puisque je parle de neige, oui. Les conseils, les cartes d'enneigement, pardon, aujourd'hui, des valeurs moyennes vers 1500 mètres d'altitude, région par région. En fait, la couverture neigeuse est assez bonne. Malheureusement, aujourd'hui et demain, il a plu et il pleuvra jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Mais je vous l'ai dit, ça s'améliorera pour les skieurs tout au moins dimanche, avec le retour vers des températures plus froides. Ça, c'est Vosges, Jura, Haute-Savoie et Savoie. Et voici le Massif central et les Pyrénées. Donc, vous voyez, de la neige. Donc, cette neige est en train un peu de fondre, mais je pense que ça s'améliorera. Et donc, on peut rester confiant pour les skieurs. Voici les dernières pour les Alpes. On peut vous faire confiance pour les prévisions parce que la semaine dernière, c'était pas terrible. La semaine dernière, on a eu le droit à un miracle la semaine dernière. J'espère un miracle pour dimanche. Bien. Notre dossier du jour maintenant, qui est aussi le vôtre, l'inflation. Encore un indice à 2 chiffres pour le mois de février, je vous le disais hier, 1,1%, c'était 1,9% en janvier et l'affaire devient préoccupante. Nos voisins, nous allons le voir, ne sont guère mieux lotis, mais ce n'est pas une consolation. En tout cas, il faut une explication à cette surchauffe générale et mondiale. C'est ce que nous allons faire avec notre service économique. Mais tout d'abord, le constat à travers un exemple, celui du logement. Malgré les désaccords sur l'importance des hausses de prix du logement, une chose est certaine, acheter un logement aujourd'hui revient beaucoup plus cher qu'à la même époque l'année dernière. Et à cela, 3 raisons majeures. Le prix du terrain à bâtir a augmenté l'an passé de 20% à 25%. Celui des matériaux de construction s'est accru de plus de 13%. Les salaires dans l'industrie du bâtiment ont progressé entre décembre 78 et décembre 79 de 12%. L'an passé, affirment différents professionnels, le prix d'un logement neuf en France a augmenté en moyenne de 20% contre 10% il y a 2 ans. Cette augmentation est beaucoup plus rapide que celle du coût de la vie et que celle des salaires. Il faut dire que l'offre moins abondante et le gonflement de la demande ont favorisé une hausse des prix que certains constructeurs n'ont pas toujours bien voulu ou bien su maîtriser. Enfin, la flambée des taux d'intérêt aux États-Unis a déclenché dans le monde entier un renchérissement du coût des crédits. Résultat, il faut emprunter plus pour le même nombre de mètres carrés ou bien se contenter d'un appartement plus petit. On estime actuellement qu'entre la hausse des prix du logement et celle du crédit, il faut des revenus supérieurs de 20 à 30% à ceux de l'an passé pour acquérir un logement identique dans la région parisienne. C'est un phénomène qu'on constate un peu partout en Europe. Une inconnue, la hausse des taux d'intérêt ne va-t-elle pas ralentir le rythme des achats de logements ? Alors c'est pour lutter précisément contre l'inflation et une trop grosse demande de crédit que les Américains ont choisi, eux, comme politique, l'augmentation des taux d'intérêt. Il faut dire que là-bas, la hausse des prix a atteint 1,4% en février et que la récession menace. Le dernier plan Carter suscite pour l'instant le scepticisme, mais ses premières conséquences ont été d'entraîner une remontée spectaculaire du dollar et une chute de l'or. Jacques Segui. Le dollar remonte et l'or est à la baisse. Le processus se déroule sans grand mouvement de panique, mais avec des incertitudes que les spécialistes eux-mêmes ont du mal à analyser.
Le redressement du dollar sur le marché d'échange est naturellement lié à la politique américaine du crédit, à un certain tassement des cours des matières premières et au relèvement depuis une semaine du taux d'intérêt de plusieurs banques américaines. Les Américains qui veulent emprunter devront donc payer le loyer du dollar plus cher et on souhaiterait même qu'ils soient découragés de le faire. Mais ce relèvement des taux d'intérêt pourrait dans un premier temps accroître l'inflation, puisque les crédits seraient moins facilement disponibles et, faute de crédit, l'activité économique serait ralentie. Et en fin de compte, on pourrait entrer dans une période de récession. C'est ce que redoutent tous les Américains qui découvrent au guichet de leur banque que le montant du taux d'intérêt a augmenté de 50% en moins de 6 mois. Je suis une secrétaire et le salaire est très petit et tous les prix pour la rente et pour manger est très haut. Mais le plan anti-inflation de Jimmy Carter, s'il pénalise les Américains, attire les détenteurs des capitaux flottants qui ont tout intérêt aujourd'hui à déplacer leurs emprunts effectués sur des métaux précieux comme l'or pour les reporter sur le dollar, puisque les taux d'intérêt de cette monnaie deviennent d'un excellent rapport. Conséquence de cette flambée américaine, une confiance renouvelée et renaissante dans le dollar, qui conduit les pays pétroliers, par exemple, à reconstituer leurs réserves en dollars. Et pour les autres, pour l'Europe, par exemple, la tentation de suivre le mouvement et de transformer ses francs en dollars pour profiter naturellement des taux d'intérêt exorbitants qui existent aujourd'hui aux États-Unis. Oui, cette menace de récession aux États-Unis et cette flambée de l'inflation, non seulement en Occident, mais aussi dans tous les pays socialistes, rendent les boursiers nerveux. Après Wall Street, hier soir, c'est la bourse de Paris qui a ce matin accusé le coup. Et les Allemands eux-mêmes, si solides jusque-là, s'inquiètent. À l'ouest, les pays que l'on appelle capitalistes et à l'est, les pays que l'on nomme socialistes ont en commun la même maladie, la fièvre de l'inflation. À l'est, pour mesurer cette fièvre, eh bien, ce sont peut-être les piles dans les grands magasins. À l'ouest, le thermomètre, eh bien, c'est la bourse. C'est la plus grande bourse du monde. Wall Street à New York a pris peur depuis quelque temps devant une hausse des prix qui dépasse 18% en rythme annuel aux États-Unis. Wall Street prend peur également devant la flambée des taux d'intérêt. Jamais au cours de leur histoire, les États-Unis n'ont connu un crédit aussi élevé. La baisse aujourd'hui à la Bourse de Paris traduit bien cette inquiétude. Une inquiétude qui est partagée à Londres, à Rome et aussi à Bonn. En effet, en Allemagne, au mois de février, eh bien, les Allemands n'ont pas mieux fait que les Français en matière d'inflation. Pas de doute, c'est bien à cause de l'essence et du pétrole plus chers que les Allemands, depuis 6 ans champions du monde de la stabilité avec des prix qui n'augmentaient que de 3% par an, ont renoué avec un taux d'inflation qui est maintenant de 5,7%. En cours d'année, ce taux risque d'ailleurs de dépasser les 6,5%, c'est ce qu'indiquent les prévisions les plus réalistes. Tout ce qui est fabriqué directement ou indirectement à partir de sous-produits pétroliers coûte donc plus cher. C'est notamment le cas des voitures et autres objets mécaniques dans la construction desquels il entre une part de matière plastique ou synthétique. Jusqu'à présent, ce taux d'inflation n'est pas entré, si l'on peut dire, dans la chair ou dans le soulier d'une prospérité allemande plus fragile qu'on ne le croit, même si dans les banques, le crédit est maintenant devenu plus cher. C'est vrai aussi que comparé à celui d'autres pays européens, le taux d'inflation allemand peut sembler bien faible. Il reste que cette inflation a déjà égratigné le niveau de vie de nos voisins. Les Allemands le ressentent, surtout lorsqu'ils calculent ce que leur coûteront leurs prochaines vacances. Les prix des transports ferroviaires, aériens, des croisières et des voyages organisés ont grimpé en flèche. On sent dès à présent qu'il va falloir se limiter cet été. Une consolation, les prix alimentaires sont restés relativement bas. C'est là un facteur de stabilité très important, car cela évite à l'inflation allemande de déraper vers des zones dangereuses. Il faut en effet se souvenir que l'on vit encore ici dans la hantise de l'inflation de la fin des années 20 et qu'en Allemagne, un taux d'inflation à l'italienne, ou même supérieur à 10%, deviendrait très vite un facteur d'insécurité politique tout à fait insupportable.
Oui, Helmut Schmidt aura pu en parler à Mme Thatcher, dont il était l'hôte au Chequers aujourd'hui. Mme Thatcher, qui elle-même vient de lancer, toujours aujourd'hui, un budget anti-inflationniste qui comporte une réduction importante des dépenses publiques. Les experts s'inquiètent dans ces conditions d'un possible accroissement du chômage. Il est possible que l'on en parle lors du prochain Conseil européen qui se déroulera à Luxembourg, sans doute le 27 et le 28 avril. C'est ce que je viens d'apprendre à l'instant de sources officieuses. Pour ce qui est maintenant du relèvement du taux d'intérêt des caisses d'épargne dont je vous parlais hier, ce commentaire du socialiste Laurent Fabius: l'épargne populaire continuera à être spoliée. Voilà qui nous amène à la politique, avec tout d'abord les journées parlementaires du RPR qui se poursuivent à Saint-Raphaël, journée marquée par un incident que nous rapporte maintenant Daniel Brem de Saint-Raphaël. Parti tout seul ce matin de son hôtel, Michel Debré s'est retrouvé une fois de plus seul à son banc dans l'église de Bormes-les-Mimosas. On y célébrait une messe en la mémoire de Georges Pompidou. Sur un banc voisin, Jacques Chirac et Claude Labbé. La petite phrase meurtrière « Jacques Chirac est notre meilleur candidat » depuis la veille bourdonne à ses oreilles. À la sortie de l'église, face à Claude Labbé, il explose. Je suis tombé dans un guet-apens. Si on a voulu me dicter ma conduite, eh bien on n'a pas choisi la bonne méthode. Je ne participerai plus à vos travaux. Jacques Chirac conciliant en lance, les absents ont toujours tort. Réplique de Debré, apparemment les présents aussi. Deuxième épisode, le déjeuner au Salin à hier. Debré toujours pincé, cette fois face aux journalistes. Il répète à leur demande et à de multiples reprises les mêmes propos. Dans une salle voisine du même restaurant, Jacques Chirac, pressé de questions, affirme: je ne suis pour rien dans ce différend. Les paroles de Claude Labbé n'étaient pas téléguidées. Une fois de plus, c'est la presse qui a grossi cette affaire. Quant à Labbé, eh bien lui, il persiste et signe. J'ai parlé spontanément. J'appartiens à la même génération de gaullistes que Michel Debré. Maintenant, il faut laisser la place aux plus jeunes. Michel Debré devrait quitter la Côte d'Azur demain matin. Décidera-t-il d'être candidat sans le soutien du RPR? C'est évidemment la question qui est posée. Présidentielle toujours, tout le monde y pense. Un nouveau candidat écologique, Jean-Claude Delarue, 40 ans, qui se veut apolitique et qui a récemment rompu avec Brice Lalonde. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait d'autres candidats écologiques en 81. Jean-Claude Delarue est président de SOS Environnement. Vous pourrez l'entendre dans notre dernier journal. Et à en croire ce sondage du périodique Le Sauvage qui reparaît, sondage de la Sofres, 27% des Français envisageraient de voter écologique l'année prochaine. Autre sondage, celui de Paris Match. Au deuxième tour, Giscard-Rocard, 50-50. Giscard-Mitterrand, 56-44. Giscard-Marchais, 70-30. C'est un sondage public, Paris Match. C'est peut-être ce qui a incité le socialiste Pierre Bérégovoy à écrire aujourd'hui dans l'Unité: nous devons choisir le meilleur des nôtres et pas celui que les autres préfèrent. Ça, c'est une petite pierre dans le jardin de Michel Rocard. Et puis un grand meeting du Parti communiste ce soir, porte de Pantin, thème central de la réunion, les droits de l'homme. Ce sera aussi l'occasion d'une manifestation de solidarité à Georges Marchais qui doit s'exprimer vers 20h30. Porte de Pantin, donc. Par ailleurs, le PC a répété qu'il était favorable à l'implantation d'une centrale nucléaire en Bretagne. Nous ne disons pas non à Plogoff, dit le PC, si le site convient, mais les études doivent être débattues avec la population bretonne. La fin de la grève des journalistes du matin, le quotidien reparaîtra. Les journalistes qui s'expliqueront dans leur journal demain entendaient protester contre la décision de leur direction d'embaucher le billettiste André Frossard. Un mariage a été célébré aujourd'hui, un mariage un petit peu particulier puisqu'il réunit l'informatique et le droit. L'Union des industries métallurgiques vient en effet de mettre dans un ordinateur tout le droit social et les conventions collectives qui le concernent. C'est la première fois qu'une telle expérience est réalisée. Jacques Merlino. Voilà la documentation classique du service du personnel d'une grande entreprise. Des centaines de classeurs, des dizaines de textes de conventions collectives ou d'arrêts faisant jurisprudence. Pour résoudre un problème qui sort un peu de l'ordinaire, il faut fouiller là-dedans et bien sûr cela prend beaucoup de temps. Trop de temps et du temps perdu. Mettre tout cela dans un ordinateur était évidemment tentant. C'est maintenant chose faite. Il aura fallu pour cela 1 an de travail à 9 juristes pour découper et classer 90 000 documents, l'ensemble de tout le droit social. Le résultat est frappant. Veut-on par exemple connaître la réglementation des congés en fonction de l'ancienneté?
Il suffit simplement de faire entrer les mots congé payé et supplément ancienneté. En quelques secondes, l'ordinateur sort les textes qui s'y rapportent. Ici, par exemple, la convention collective de la métallurgie du Doubs nous indique que dans ce département, 15 ans d'ancienneté donnent droit à 1 jour de congé supplémentaire. Cela, c'est évidemment tout à fait classique, mais l'ordinateur ne restera pas démuni si on lui pose des questions plus inattendues. Prenons un exemple un peu plus farfelu. Imaginons que je sois patron, que je demande à ma secrétaire d'emmener mon chien se promener. Elle se fait renverser par une voiture. Est-ce que c'est un accident du travail? C'est simple, il suffit de taper les mots-clés correspondant à votre question, c'est-à-dire accident du travail, pause, et faire une recherche sur la jurisprudence, tout simplement. Alors je tape. Et l'on apprend ainsi qu'un cas semblable s'est déjà produit. L'employé d'une pâtisserie qui promenait le chien de son patron était tombé parce que ce chien s'était battu avec un autre chien. Mais c'était hors des heures de travail. Le tribunal considéra que ce n'était donc pas un accident du travail. Cette innovation, simple dans la conception, va donc changer la vie de bien des juristes, lesquels, on ne sait pas encore. L'Union des industries métallurgiques fixera en effet plus tard les conditions d'accès à cet ordinateur. Étranger maintenant, le Shah d'Iran dans un état critique. L'ablation de Sarat est devenue impérative. Elle a atteint 10 fois son volume normal. L'ex-souverain, qui se trouve depuis 3 jours dans un hôpital du Caire, est dans un état de grande faiblesse générale. Il devrait être opéré après-demain. Tunisie, 15 membres du commando qui avaient attaqué Gafsa dans le sud du pays ont été condamnés à mort. On les accuse d'avoir tenté un coup d'État avec l'aide de la Libye. Tchad, les combats ont repris à N'Djamena. Les partisans du président et ceux du ministre de la Défense se battent maintenant depuis 6 jours et la guerre civile est générale. Serge Misret analyse les raisons de ces affrontements et détaille les forces en présence. Peuplé de 4 millions d'habitants, le Tchad est un pays pauvre qui ne cesse de s'appauvrir. Il est composé de 2 régions totalement dissemblables qui posent d'une façon permanente le problème de l'unité de ce pays. Le nord est peuplé par les Toubous, éleveurs nomades musulmans. Le nord est désertique. Le sud, un peu plus riche, est essentiellement peuplé d'agriculteurs, de religion chrétienne ou animiste, des Noirs. Sur le terrain, à N'Djamena, parmi les forces qui s'affrontent depuis plusieurs jours, apparaît encore plus clairement cette division du pays. Ainsi, le nordiste Goukouni, qui dispose d'environ 6800 hommes, est musulman, arabe et toubou. Il occupe le nord de la capitale. Issa Nabré est lui aussi musulman. Il dispose d'environ 5000 hommes qui occupent la partie est-ouest de la ville. Le sud de N'Djamena est occupé par Ouad El Kamougé à la tête de 6000 hommes, des Noirs, chrétiens ou animistes. Les partis en présence disposent d'armes lourdes de diverses origines. Il y a beaucoup d'armes soviétiques qui viennent de Libye. Dans cette situation, les quelques 1200 soldats français observent une totale neutralité. Ces troupes sont stationnées dans les locaux de la gendarmerie de N'Djamena où sont réfugiés 100 Européens. 50 autres restent encore en ville. Dans cette guerre de rivalité tribale, outre la protection des civils, les troupes françaises joueraient plutôt un rôle de médiateur. Elles restent en place pour préserver l'intégrité territoriale d'un pays dont la position stratégique est importante en Afrique orientale. Le comité olympique américain pourrait répondre favorablement à l'invitation de Moscou. Son président l'a fait savoir aujourd'hui au retour d'un voyage en URSS. Les athlètes japonais ont fait de même, les Anglais l'avaient fait la semaine dernière. Alors pour parler maintenant du point de départ de cette affaire, c'est-à-dire du boycott décrété par Jimmy Carter, voici maintenant des informations plus précises sur l'Afghanistan. Hier, je vous parlais du témoignage d'un membre de la Ligue des droits de l'homme. Eh bien, ce témoin, le voici maintenant, interrogé par Gérard Sebag. Il y a utilisation d'armes chimiques. Par exemple, dans la vallée du Kunar, l'armée soviétique a utilisé, semble-t-il, 3 sortes d'incapacitants, non mortels mais extrêmement graves, et qui ont pu provoquer la mort par asphyxie, à savoir le lacrymogène, mais très concentré, provoquant des maux de tête, et qui a provoqué 13 morts par asphyxie dans un des villages du Kunar, le 29 février 1980. Ensuite, un irritant de peau projeté par les hélicoptères sous l'aspect de vapeur d'eau bouillante.
et qui faisait lever sur la peau des pustules et causait des démangeaisons telles que, par exemple, le résistant était obligé de lâcher son arme pour se gratter. Le troisième, c'était un hilarant, causant un fou rire et entraînant l'évanouissement. Mais ces armes ont précédé ou accompagné l'utilisation du napalm. Et c'est le napalm qui a profondément traumatisé les populations civiles et les résistants afghans. Le napalm qu'ils décrivent comme étant la bombe jette-feu. Ils n'emploient pas le mot napalm, ils ne le connaissent pas. Pour eux, c'est quelque chose de nouveau et c'est pourquoi je crois qu'ils n'inventent pas. Ils parlent d'une essence qui tombe du ciel et qui brûle leurs champs, qui brûle leurs troupeaux et qui brûle leurs femmes et leurs enfants. Et c'est ça qu'ils craignent et contre laquelle ils se sentent sans défense du tout. On a parlé également d'un certain nombre de massacres de villages entiers. Est-ce que vous en avez eu confirmation? J'ai eu de très nombreuses confirmations du massacre du village de Kerala. Il faut savoir que Kerala se situe en effet à l'entrée de la vallée du Cunard et que c'est un massacre qui a eu lieu au printemps dernier, il y a presque un an maintenant, pour assurer aux soviétiques une base sûre à l'entrée même de la vallée du Cunard, semble-t-il. C'est l'explication, où toute la population masculine, des adolescents et des petits garçons, jusqu'aux vieillards, ont été fusillés, en effet. D'après vos témoignages, les témoignages que vous avez recueillis, vous accusez donc pratiquement les soviétiques aujourd'hui de génocide. Je ne veux pas employer de termes de valeur, mais je dois constater, d'une part, que le peuple afghan est persuadé de l'intention émise par ce commandant sadique de la prison de Polecharri, à savoir, nous ne laisserons qu'un million d'Afghans vivants. D'autre part, l'Afghanistan central, entièrement bouclé par l'armée soviétique, est menacé de famine parce que les cultures ont été détruites. Et vous êtes sûr de la véracité des témoignages que vous avez recueillis? Je suis sûr de l'état d'esprit qui est celui d'une population traumatisée. Je suis sûr que quelque chose de très grave a poussé 600 000 personnes parmi les gens les plus pauvres du monde à fuir et abandonner tout ce qu'ils possédaient. Oui, c'est un témoignage d'autant plus intéressant que M. Bari parle plusieurs dialectes afghans. Voilà, droit de l'homme toujours avec nous sur ce plateau. Je pense que vous l'avez reconnu, John Baez, la chanteuse John Baez, qui est passionnée pour la cause des réfugiés vietnamiens et cambodgiens. Elle revient de là-bas. John Baez qui a fondé l'année dernière une organisation humanitaire qui est destinée à prévenir et à guérir toutes les atteintes aux droits de l'homme. Cette organisation s'appelle Humanitas. John Baez, déjà beaucoup de monde s'occupait de droits de l'homme. Pourquoi vous? Il y avait déjà Amnesty International. Je crois qu'il y a toujours la possibilité de faire encore autre chose. Humanitas pourra déjà aider, faire des choses que Amnesty International ne peut pas faire, par exemple travailler pour les réfugiés. C'est ce que nous avons essayé de faire. Est-ce que vous êtes prête à dénoncer les excès des uns et des autres, c'est-à-dire de droite comme de gauche? Pour l'instant, vous vous occupez beaucoup des pays socialistes, le Cambodge, le Vietnam. Mais est-ce que vous pourriez vous occuper, par exemple, d'Afghanistan, ce que nous venons d'entendre avec M. Bari? Je crois que la seule façon dont on peut parler des droits de l'homme équitablement, c'est de condamner les abus partout où ils se situent. Et à chaque fois, je crois que c'est difficile, évidemment, pour ceux qui ont des idéologies, qui ont un préféré, mais un groupe comme Amnesty International ou un groupe comme le nôtre, Humanitas, eh bien, c'est d'être aveugle à ces différences et de parler pour les Afghans, pour les Argentins, pour les Chiliens, pour les Vietnamiens, pour les Cambodgiens, il y a eu aujourd'hui encore une manifestation devant l'ambassade d'Argentine organisée par le Club socialiste des droits de l'homme. C'est un dossier, l'Amérique latine, qui vous intéressera un jour, pour lequel vous combattrez? Je crois que lorsque j'ai surtout commencé à m'en occuper, c'était au Chili. Pendant beaucoup d'années, je luttais contre ce que faisait l'Amérique au Vietnam. Je le referais si c'était nécessaire. Et vers la fin de cette époque, j'ai commencé à m'occuper des violations des droits de l'homme. Et c'est en fait au Chili que j'ai commencé. De ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire essentiellement du Vietnam et du Cambodge.
Il y a 10 ans, vous étiez considéré comme la passionnariat de la cause vietnamienne. Dans les universités américaines, vous défendiez la cause de ceux qui luttaient pour leur liberté. Est-ce que vous imaginiez le type de régime qu'ils étaient en train de fonder et que vous étiez en train de soutenir? Eh bien, je crois que ceux d'entre nous qui voient ce qui se passe lorsqu'un pays ne connaît que la violence année après année, eh bien, ce serait étonnant si tout d'un coup, ils devenaient les gens les plus paisibles du monde, au Vietnam par exemple. J'ai été étonnée de toute l'ampleur de ces violations. Nous avons l'intention de continuer à les dénoncer. Il y a 250 000 personnes dans des camps de rééducation, dans des prisons, et au fond, j'ai été trahi pour le travail que j'avais fait. Nous voulions que ce pays ait l'autodétermination. Nous pensons la même chose sur le Laos, le Cambodge, et ce sont devenus des situations totalitaires. Vous étiez le mois dernier, au début du mois dernier, début février, à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Alors, je vous propose de faire une petite pause dans cette interview et d'écouter ce que fut votre combat à ce moment-là, car vous aviez combattu en chantant pour des petits Cambodgiens réfugiés dans le camp de Cao Dang, et je crois que c'est assez touchant. Nous allons vous écouter. I love my rooster, I love my hen, I love my dog, etc., etc. You tell them. I love my rooster loves me. I love my rooster by the cottonwood tree. My little old rooster goes dee doodle doodle doo, dee doodle dee doodle dee doodle dee doo. I love my hen and my hen loves me. I love my hen by the cottonwood tree. My little old hen goes my little old rooster goes dee doodle doodle doo, dee doodle dee doodle dee doodle dee doo. I love my dog and my dog loves me. I love my dog by the cottonwood tree. My little old dog goes Alors ce reportage tourné par Gérard Rinet et Christian Héroux est effectivement très touchant, mais vos détracteurs vous ont dit à ce moment-là que c'était du cinéma, que ça servait à rien, que la frontière du Cambodge vous avait été interdite et que vous n'avez rien pu faire. Je crois que ce que nous avons essayé de faire, c'était d'aller près de cette frontière. Bon, tant pis si on appelle ça du cinéma, je fais ce que j'ai à faire. Et je cherchais à montrer au monde que le gouvernement, enfin ce qu'on appelle le gouvernement de Phnom Penh, ne permet pas aux médecins de rentrer au Cambodge. Nous avions des médecins de Médecins sans frontières, un tas de gens du monde entier qui disaient « Nous voilà, nous les médecins, nous venons avec des intentions pacifiques, sans esprit politique, sans idéologie. S'il n'y a pas de médecin le mois prochain au Cambodge, ce ne sera pas de notre faute. On a essayé. John Baez, rapide. Est-ce que vous n'êtes pas, dans toute cette affaire, le bras, disons peut-être le cœur, en tout cas la bonne conscience de Jimmy Carter? J'espère que je suis une bonne conscience pour moi et pour les gens qui m'écoutent, c'est tout. Merci pour votre témoignage. Norbert Prinster, un ancien chef d'équipe d'une entreprise de peinture navale, est resté 3 heures sur une civière dans les couloirs du tribunal de Marseille, atteint d'une maladie grave, la saturnite, à la suite d'utilisation dans son travail d'une peinture à base de plomb. Il avait porté plainte il y a 2 ans et demi contre son employeur, qui ne respectait pas certaines réglementations sur l'utilisation de ce type de peinture. Marais Noir, le directeur de la COMEX, société spécialisée dans les travaux sous-marins, estime qu'il est tout à fait possible de pomper les 10 000 tonnes de fioul qui restent dans la partie avant du Tagno, ou même de le renflouer, l'épave actuellement immergée par 87 mètres de fond. En attendant, les spécialistes estiment qu'1,5 tonne de fioul s'échappe tous les jours de cette épave. Et puis ces images étonnantes qui vont faire frémir plus d'un et plus d'une d'entre vous, mais rassurez-vous, elles ont été tournées en Australie.
des millions de souris ont envahi l'état de Victoria et dévasté les cultures. Ces petits mammifères affectionnent tout particulièrement le blé stocké dans des silos, mais ils ne dédaignent pas à l'occasion s'attaquer aux pneus des voitures. Les autoroutes, les plages sont envahies et puis finalement personne ne sait comment les faire fuir. Voilà, John Baez a fermé les yeux. Tennis, deuxième journée de l'Open de Nice, une déception, Yannick Noah face à Francesco Luna. Quant à Borg, 2 petits sets lui ont suffi pour s'imposer aux dépens de Franulovic. 2 matchs que nous commente maintenant Alain Teller. Borg est de retour avec son coup droit vengeur. Borg est de retour avec son revers assassin. Bref, Borg n'a pas changé, semble-t-il. Il est partout sur le court, au point parfois de donner l'impression de jouer seul. Aujourd'hui, par exemple, ce n'est pas Franulovic, battu 6-2-6-2, qui nous démentira. Petite journée en revanche pour Yannick Noah. Grippé, fiévreux, Noah a donc joué comme un malade, en dépit de l'interdiction de son médecin. Pas d'opposition, peu de résistance donc aux assauts de Francisco Luna, le 3e joueur espagnol. Noah est défait ici à Nice 6-3-6-3. Fritz, pour sa part, s'incline en 3-7 face à Manuel Orantes. Seule satisfaction du jour pour les Français, la victoire de Gilles Moreton face à l'Israélien Glitstein. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Auteuil, c'est une combinaison gagnante 11-4-3 qui vous rapporte, vous le voyez dans l'ordre, un peu plus de 1000 francs, 1029 francs et dans un ordre différent, 164 francs, c'est pas beaucoup, pour 5 francs. Hier, Brest vous a conseillé cette combinaison en 5 chevaux dans un ordre différent. Ce soir, c'est Hervé Claude qui vous présente les dernières nouvelles aux alentours de 23h30. Et puis demain, Antenne de Midi sera réalisée en direct depuis le dernier vol d'une caravelle qui part pour le musée de l'Air au Bourget. C'est une grande première. Au cours de cette édition, présentée par Patrick Lecoq, l'avion effectuera un survol complet de Paris à 300 mètres d'altitude, c'était à peu près au niveau de la Tour Eiffel. Puis je vous rappelle qu'au début de ce journal, Laurent Bourmed a prévu un temps médiocre et pluvieux pour demain. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Bonsoir à tous, à demain 20h.